S'il vous plaît, levez la main. Ceux qui ont déjà bénéficié des programmes de stage. Ok, je lève la main aussi parce que j'en fais partie. Ah oui. Je ne sais pas ce que vous dites oui, là, mais je lève la main. Et vous devrez lever la main. Donc ma question était, quels sont ceux dans la salle qui ont déjà bénéficié des programmes de bourse ou des programmes de coopération? Je vois beaucoup de mains se lever à partir de là et l'autre rangée. Oui. Dans cette rangée-là, ne me dites pas que aucun d'entre vous n'a déjà bénéficié d'un programme de bourse ou un programme de coopération. Défiez-moi s'il vous plaît, personne. Alors, donc dans la salle, je vois deux catégories d'individus. Bon, passez-moi le mot, je vais utiliser catégorie. Je vois certainement des professionnels qui sont de l'autre côté et des gens qui sont à la quête de leur premier diplôme universitaire et peut-être qui vont bientôt entrer dans le marché. Est-ce que c'est la vérité? C'est vrai. Alors, donc, ceux qui ont déjà bénéficié des programmes de coopération dans la salle, c'est souvent des Sénégalais. Est-ce qu'il y a quelqu'un... bon, la question n'est pas... Je vais reformuler la question. Souvent, ce sont des gens qui ont bénéficié des programmes des pays développés. Alors, ce sont des programmes qui entrent souvent dans ce qu'on appelle de ODA. ODA, c'est... APD, aide publique au développement. Yeah. Ce sont souvent des pays développés qui décident de financer certains programmes. Mais allons au niveau du sujet. Donc, je disais que je vais... au développement, à la croisée des chemins, impact, quels sont les impacts, les défis et les voies alternatives. Au niveau de l'introduction, dans leur réflexion novatrice sur la coopération au développement, je vais genrer ça, la professeure Sarah Kingsburn et la docteure Rona soulignent qu'il s'agit d'un système complexe de relations entre divers acteurs, notamment les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les contributeurs privés, les groupes de la société civile et les nouveaux pays donateurs, tous liés par divers mécanismes de financement et initiatives de collaboration. Il y en a d'autres chercheurs qui ont travaillé. C'est des chercheurs qui appartiennent à la plateforme croate pour la solidarité citoyenne internationale. Ces chercheurs affirment que la coopération au développement est un domaine difficile qui nécessite une stratégie globale et une planification minutieuse pour atteindre des résultats exemplaires. En termes plus simples, la coopération au développement, il s'agit de pays à différents stades de développement qui travaillent ensemble dans le cadre de partenariat afin de se soutenir mutuellement et d'atteindre les objectifs mondiaux de développement. La coopération au développement est donc comprise comme une approche holistique qui inclut une collaboration financière, technique et politique entre les pays visant à soutenir les efforts de développement des nations en développement. En résumé, si la coopération joue un rôle essentiel pour relever les défis mondiaux, renforcer les relations, promouvoir la paix et encourager le partage des connaissances, il est important de reconnaître qu'elle est également confrontée à des défis importants. Ces défis menacent l'efficacité et l'avenir de la coopération entre les peuples et les nations du monde entier. Alors, l'objectif de cette discussion ou de cette présentation aujourd'hui est d'explorer
son impact, l'impact de la coopération au développement, d'examiner les défis auxquels elle est confrontée et d'envisager des stratégies alternatives pour favoriser une coopération durable qui profite véritablement aux communautés locales. Donc au niveau de l'impact, on va parler de l'impact. Pour souligner le rôle primordial de la coopération au développement, nous pouvons nous intéresser à l'éducation et à la santé, deux secteurs qui en bénéficient énormément. Maintenant, pour le secteur de la santé, l'accès à des soins de santé de qualité est reconnu comme essentiel pour le développement durable des pays en développement. C'est pourquoi la santé est au cœur de la coopération internationale au développement. Malgré son importance, de nombreux pays sont confrontés à des défis importants, notamment des infrastructures inadéquates, une pénurie de professionnels de santé, un accès limité aux soins de santé dans les zones reculées et une forte prévalence des maladies infectieuses. Alors, puisqu'on parle de coopération au développement, je vais parler du rôle de la Corée du Sud par l'entremise de la COECA avec son soutien à l'amélioration de la résilience dans l'ère post-Covid 2019. Avant la pandémie Covid-19, l'Afrique connaissait une croissance économique prometteuse d'environ 6% par an. Cependant, la pandémie qui a débuté au début de l'année 2020 a eu un impact significatif sur les populations les plus vulnérables du continent. En réponse, la COECA a lancé en 2022 divers projets de coopération visant à renforcer la résilience en se concentrant sur des secteurs tels que la santé, 43,7 milliards de won coréens, peut-être environ 17 milliards ou entre 17 ou 20 milliards de CFA. Au niveau de l'éducation, l'administration publique, l'agriculture et la technologie. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de programmes tels que Fill the Gap, qui visent à autonomiser les femmes et les communautés marginalisées, et Build the Youth, qui vise à encourager les talents chez les jeunes. Le Sénégal, classé 5e partenaire prioritaire de la COECA en Afrique, a bénéficié d'un soutien pour initiatives en faveur de la santé maternelle et infantile de 2018 à 2023 pour un montant total de 8,9 millions de dollars américains. Alors, c'est une source de la COECA, un rapport de la COECA 2022. En 2022, toujours, la COECA a soutenu 4 programmes de développement clés au Sénégal, allouant un montant total provisoire de 7,2 millions de dollars américains. Elle a également mis à jour son programme national afin de l'aligner sur les objectifs de développement à moyen et long terme du Sénégal. Les domaines prioritaires comprenaient le développement rural et agricole, le renforcement du système de santé, la promotion de l'enseignement technique et professionnel et l'entrepreneuriat chez les jeunes, ainsi que l'amélioration de la gouvernance administrative. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est au niveau de l'éducation. Nous tous, nous savons qu'en 1948, le droit à l'éducation est devenu un droit humain fondamental auquel chaque individu dans le monde a droit, source ONU. Lors de la conférence internationale sur l'éducation pour tous, qui s'est tenue à Zhongshan en Thaïlande en 1990, il a été reconnu que malgré les efforts considérables déployés par les pays du monde entier pour garantir l'accès universel à l'éducation, le fait suivant demeurait. De nombreux enfants, y compris des filles, n'avaient pas accès à l'éducation. UNESCO 90. Donc, l'objectif 4 des objectifs de développement durable, les ODD, les fameux ODD, l'objectif 4 vise à garantir une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Alors, j'avais annoncé les impacts de la coopération au développement. Maintenant, parlons les challenges ou bien les défis.
quelques défis que je vais énumérer. D'abord, les transformations de la dynamique politique et économique mondiale, notamment les changements dans les relations internationales, les stratégies commerciales, la collaboration multilatérale qui est de plus en plus menacée, on le sait, avec l'arrivée de la droite dans beaucoup de pays, et la gouvernance mondiale sont susceptibles d'avoir un impact sur la coopération au développement. Alors, c'est Crossover 2023. Ces derniers mois, les réductions budgétaires mondiales et l'évolution des priorités politiques ont suscité un débat animé sur l'orientation future de la coopération internationale au développement. Kingsburn, Rana 2025. De nombreux pays à travers le monde ont subi les effets de la décision de l'administration Trump. On a tous entendu parler de ça et on a subi les conséquences, de réduire de plus de 90% l'aide étrangère et de diminuer le financement d'environ 60 milliards de dollars. Quelques heures après l'annonce, de nombreux programmes d'aide ont été brusquement interrompus, privant des milliers de personnes de services vitaux. Au Sénégal, la plus grande initiative de lutte contre le paludisme a été interrompue. Ce programme avait distribué des moustiquaires et des médicaments à des dizaines de milliers de personnes, selon un employé de l'USAID qui n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement. En outre, des programmes essentiels de santé et de nutrition maternelle et infantile ont également été interrompus. Ces services avaient fourni des soins critiques à des dizaines de milliers de femmes enceintes et traitées de malnutrition aiguë par la prévention et le traitement. Maintenant, quelles sont les stratégies alternatives quand il y a tous ces défis qui nous interpellent à travers les politiques qu'on a citées avec l'extrême droite ou certains nationalistes à travers certains pays, qui sont souvent des pays qu'on considère comme étant les plus grands donateurs. Donc, quelques stratégies alternatives. Ces deux professeurs-là que j'avais cités au début de ma communication ont élaboré, ont groupé deux groupes, ce qu'on appelle les améliorateurs et les refondateurs. Dans cette section, je voudrais exposer les points de vue de ces deux groupes-là, de chercheurs qui ont des perspectives radicalement différentes sur la coopération au développement. Ils sont regroupés en deux catégories, je l'ai déjà nommé, cités, les améliorateurs et les refondateurs. Pour les améliorateurs, il s'agit d'un groupe de chercheurs qui considèrent les développements, cela veut dire les problèmes récents, principalement comme une crise perturbatrice. Ces problèmes-là, ce sont les politiques, peut-être qu'on pourrait appeler les politiques unilatérales. Je ne voudrais pas nommer les leaders pour garder une certaine neutralité, mais j'ai fait assez d'allusions pour que vous puissiez comprendre quels sont ces leaders-là au niveau mondial qui sont considérés comme ayant des positions unilatérales dans leur façon de faire. Alors, bien qu'ils reconnaissent les faiblesses du système actuel de coopération au développement, leur objectif principal est de remédier au déficit de financement causé par les coupes budgétaires. Ils visent à maintenir et à améliorer l'efficacité, la responsabilité et l'inclusivité du système. Ce groupe que nous appelons les améliorateurs cherche des progrès graduels tout en conservant le cadre d'aide existant. Par contre, les refondateurs, ce groupe perçoit le moment présent comme un tournant décisif qu'il ne faut pas manquer. Une occasion de déconstruire radicalement et de réimaginer, je vais emprunter le mot, le cadre actuel de la coopération au développement. Pour eux, la crise représente plus qu'une simple perturbation, une voie de perturbation. Pour eux, cette crise-là, elle est un catalyseur pour explorer des modèles innovants de collaboration qui transcendent les systèmes traditionnels. Nous qualifions ce groupe-là de refondateurs
des individus qui considèrent que le système actuel est fondamentalement défaillant et prônent une transformation profonde plutôt qu'une réforme progressive. Alors, le groupe des refondateurs est critique car ce groupe-là estime que la structure de la coopération repose sur la dépendance dont l'impact n'est pas vraiment visible. On est trop dépendant de ces pays donateurs et la marchandisation, c'est un mot que j'ai utilisé en anglais, commodification, commodification ou par exemple commodification of education où l'éducation devient une commodité alors que tout le monde doit avoir accès à l'éducation, mais on voit que c'est comme si l'éducation est devenue une marchandise. Ou les services sociaux, voilà, je l'ai dit, tels que l'éducation et la santé sont transformés en biens commercialisables. C'est le mot commodification en anglais. Donc on doit commercialisable cet élément-là. Je ne sais pas si ça se dit, mais en anglais c'est decommodified. Il prône des relations égalitaires ou des épistémologies locales, des connaissances locales, des relations égalitaires où les épistémologies locales ne sont pas marginalisées, les connaissances locales ne sont pas marginalisées. Il appelle donc à un changement normatif dans la coopération au développement. Alors, j'ai pensé aussi pourquoi ne pas parler de coopération locale. Bien que la coopération au développement soit essentielle pour améliorer les conditions de vie des populations, en aidant les pays en développement tels que le nôtre à traiter et à résoudre les problèmes sociaux, elle est actuellement menacée par des situations politiques imprévisibles, notamment la montée en puissance des gouvernements de droite dans de nombreux pays donateurs. Encourager la coopération nationale ou locale peut constituer une alternative durable car les membres de la communauté sont mieux à même de répondre à leurs propres besoins car ils sont profondément ancrés dans leur réalité quotidienne. Ce matin, en quittant Thiès pour venir à cette conférence, j'écoutais, je crois c'était le président, je vais juste garder pour être un peu neutre, les autres autorités de ce pays qui mentionnaient que dans le cadre du programme de redressement national ce matin, dans la voiture, ils ont mentionné qu'il y a une nécessité de mobiliser les financements ou les ressources endogènes pour pouvoir aussi financer, par extension, financer certains services sociaux. Conclusion, je voudrais conclure mon intervention. Je voudrais conclure mon intervention par les remarques suivantes. La coopération au développement repose sur les principes fondamentaux de cofinancement, de co-construction, du partenariat et de la durabilité entre autres valeurs fondamentales. Ces principes incarnent la solidarité et le respect mutuel afin d'atteindre les objectifs mondiaux, de promouvoir la justice sociale et de soutenir l'éradication de la pauvreté et des inégalités sociales. Cependant, avec la nouvelle tendance des partis de droite dans le monde entier, la coopération au développement est de plus en plus menacée par des coupes budgétaires et les changements de décisions politiques. Ces décisions politiques affectent les personnes et les pays les plus vulnérables qui ont besoin de trouver des mécanismes alternatifs pour subsister. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, ça a été une très belle présentation de M. Sidna Cissé.